Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing de ce mardi 6 décembre 2022. Vincent Gann, bienvenue chers amis, on va vous retrouver. Comme chaque mardi, nous sommes à 3 semaines de la fin d'année. 3 semaines de la fin d'année et il reste 3 temps forts fondamentaux, 3 chiffres majeurs qui vont avoir un impact sur les marchés boursiers et sur le marché crypto, même si depuis l'affaire FTX, le marché crypto s'est déconnecté du lien avec les autres classes d'actifs. Alors, je vais faire un bilan de tous ces éléments-là. Ce que vous devez retenir, c'est que la reprise des actifs risqués depuis le début octobre, alors malheureusement, le marché crypto est sorti de cette catégorie. Ce sont les espoirs, l'espoir de désinflation, l'espoir de voir arriver proche de nous le taux terminal de la Fed, le taux d'intérêt au-delà duquel elle n'ira pas dans sa hausse. Alors justement, mardi 13 décembre, retenez ça, s'il vous plaît. Dernier chiffre de l'inflation à la consommation de l'année aux États-Unis. Mercredi 14 décembre, dernière décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis et il reste aussi la dernière décision de politique monétaire de la BCE, Banque centrale européenne, d'ici la fin de l'année. Ces chiffres vont avoir un impact sur les marchés boursiers en général, mais ce que j'observe, c'est une désynchronisation du marché crypto qui a ses propres problématiques à régler. Alors, c'est intéressant parce que, du coup, émergent de nouveaux indicateurs, enfin de nouveaux, des indicateurs qu'on regardait moins. Je vous ai déjà parlé un certain nombre de fois des dépôts-retraits, des plateformes centralisées. Et maintenant, la nouvelle thématique à la mode, la nouvelle métrique à la mode, c'est la preuve de réserve des plateformes crypto centralisées, des principaux exchanges. Alors bien sûr, ces réserves ne sont pas établies par les grands auditeurs internationaux, le Big Four. Pour l'instant, ce sont des preuves de réserve déclarées. Alors certains essayent de trouver on-chain des informations. D'ailleurs, je vais vous montrer une toute nouvelle section, rubrique gratuite qu'a lancé Glassnode, qui permet, alors ce sont ces recherches, d'avoir une vision des réserves de chaque exchange. Mais c'est la nouvelle thématique, cette thématique de la transparence, qui, pour le marché crypto, a pris le dessus sur les fondamentaux classiques. Alors, je vais passer aux illustrations que je souhaite vous montrer. Je me réinstalle. Alors, tout d'abord, un premier point rapide. Beaucoup, forcément, vous suivez les autres marchés. Alors, vous avez constaté, moi, j'arrête pas de dire, quel dommage, depuis début octobre, le repli du dollar américain, le rebond de 20% du marché action, les taux d'intérêt qui ne montent plus. Le marché crypto a fait une nouvelle jambe de baisse. Dans cette phase de reprise, eh bien, il y a une forme d'incertitude. Je suis allé regarder par exemple le sentiment des investisseurs particuliers. Il n'y a pas eu d'explosion à la hausse du sentiment haussier ni du sentiment baissier. Nous sommes sur un quasi-record historique du sentiment neutre. Autre illustration, vous l'avez ici sous les yeux, et je vais zoomer. C'est une étude qui nous vient de la Bank of America, BofA. Chaque mois, ils font leur Global Fund Manager Survey. Eh bien, en novembre 2022, malgré 15% de rebond à Wall Street, malgré 20% de rebond sur les actions européennes depuis les plus bas du bear trap du 13 octobre dernier, le cash, les liquidités sont dans l'allocation d'actifs, la catégorie qui reste en très nette surperformance. Alors, il y a donc, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle dans le sens où il y a de l'incertitude. C'est une bonne nouvelle parce qu'il y a toujours une part énorme de liquidité au sein de la finance institutionnelle qui n'attend que à se déverser sur les autres classes d'actifs. L'objectif d'un gérant, c'est pas de garder du cash. Alors même si maintenant, alors imaginons des placements monétaires avec la remontée des taux d'intérêt très bien, mais en fait les taux d'intérêt réels, nominaux moins l'inflation, c'est pas exceptionnel. Donc ce cash, une fois la confiance rétablie, dans les plateformes, dans les intermédiaires, ou même dans la capacité du prix des crypto-monnaies à rebondir, dans la capacité du Bitcoin en tant que moyen de paiement d'éviter un ban international, en fait, une fois toutes ces incertitudes levées, le cash pourra revenir. Mais il y a donc du boulot. Et toutes ces incertitudes sur l'utilisation du Bitcoin, prenez le point de vue de la Banque centrale européenne. Elle nous déclare que devant nous, c'est l'effondrement
et que de toute façon, les prochains mois prouveront l'inutilité du Bitcoin en tant que moyen de paiement. Bon, il y a des gens qui ont un point de vue extrême, ou un point de vue affirmé. Il y a une belle vidéo d'ailleurs qui est sortie sur Cryptos sur ce sujet. Et d'ailleurs aussi sur Cryptos, je vous renvoie vers les vidéos de Prof Shane qui fait de l'analyse on-chain hyper pertinente sur la structure en fait derrière les crypto-monnaies, la structure sur les blockchains, les différentes catégories d'investisseurs, des données statistiques hyper percutantes qui peuvent aller de pair avec une analyse technique plus traditionnelle. C'est une autre forme d'analyse technique. Enfin bref, je m'égare. En tout cas, tout ça pour vous dire que d'ici la fin d'année, il reste l'inflation. Alors, la thématique de la désinflation, c'est ça qui a pu soutenir un peu les actifs risqués ces dernières semaines. Voilà sous vos yeux différentes façons de représenter l'inflation aux États-Unis. Le prochain chiffre tombe mardi prochain. Il faut confirmer la désinflation, c'est-à-dire avoir une succession d'agrégats de mesures de l'inflation aux États-Unis qui soient en baisse. Sinon, les actifs de la finance traditionnelle, comme les actions, vont prendre cher. Mais après, dans l'ancien monde, le Bitcoin aurait pris cher aussi. Maintenant qu'il s'est désynchronisé, eu égard au fait qu'il gère ses propres problèmes, le Bitcoin doit balayer dans sa maison. Il n'est plus à l'extérieur, dans le monde où interagissent différentes personnes. Non, il est chez lui, avec son gros balai. Il lui faudrait peut-être un aspirateur industriel, que ça, je ne sais pas, quelque chose en tout cas pour nettoyer. Il nettoie sa maison. Donc pour l'instant, il est à l'abri un peu plus de ses fondamentaux classiques. Ça, c'est mardi 13. Alors, bon, je vais un peu dans tous les sens, mais je vous renvoie vers la chaîne Cryptost, où chaque semaine, vous avez les analyses de Prof Shane, avec une analyse on-chain sur les différentes catégories de traders, d'investisseurs. Et toutes les informations viennent de la blockchain. C'est hyper bien fait. Il s'appuie beaucoup sur Glassnode. C'est passionnant. D'ailleurs, Glassnode vient de sortir, et c'est gratuit, une toute nouvelle section sur... C'est la nouvelle thématique, je vous en ai parlé tout à l'heure. Les thématiques, il y a bien sûr la thématique des dépôts et des retraits vis-à-vis des plateformes centralisées. Il y a surtout maintenant l'enjeu de l'audit des comptes. En fait, là, nous sommes à la première étape. Évaluer les réserves financières, plus ou moins liquides, des exchanges, en cas de choc. Après, bientôt, il faudra un vrai audit comptable. Et ça, pour ça, il va falloir que les Big Four arrivent dans le jeu, ou des sociétés qui auditent sérieusement, on n'en est pas là. Donc là, c'est la première étape, la preuve de réserve. Glassnode propose sa propre étude on-chain pour déterminer les réserves des principaux exchanges. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est un peu à croiser les datas. Alors, je crois celle de Glassnode, cette section est entièrement gratuite et avec, par exemple, ce qu'on peut trouver sur CoinGlass. Alors, si on prend Binance, la numéro 1, CoinGlass nous annonce 53 milliards en dehors des propres jetons de réserve. On peut voir ici que du côté de Glassnode, on arrive à un peu moins, on est sur 45-50 milliards, dont 19 milliards en BUSD, 7 en BTC, quasiment 6 en ETH, etc. Bon. Et voilà, ils font ça pour plusieurs exchanges. Donc voilà, et encore ce sont les réserves plus ou moins déclarées. Enfin, c'est le début d'un travail de transparence. Donc ça, c'est intéressant. Alors, du côté de la finance traditionnelle, j'en dis toujours un mot chaque semaine. Comme évoqué la semaine dernière, les indices boursiers sont revenus sous résistance. Attention, donc ça, ce sont des facteurs cross-asset. À une époque, ça comptait énormément. Prenez par exemple en haut à gauche le contrat futur S&P 500. Il est revenu au contact de la partie haute de cette pattern en données hebdomadaires, après 15% de rebond depuis le bear trap du 13 octobre dernier. Si je zoome en données journalières, vous constatez que cette résistance, les 4100 points, correspondent aussi au point bas de la séance du 24 février dernier. Alors mes amis, bien sûr, vous savez ce qu'est le 24 février dernier. Donc on a un niveau de chartiste qui croise à un événement géopolitique. Donc c'est vraiment une frontière chartiste qui sépare le bear market de la fin du bear market. On reste en dessous. Et sur les actions européennes,
le contrat d'indice le plus tradé en Europe, c'est le contrat futur Eurostoxx 50. Il est revenu au contact de la résistance des 4000 points, la ligne de coup de cette épaule tête-épaule, et le point de décrochage du 24 février dernier. Donc les indices boursiers, après un rallye de 2 mois, qui a malheureusement, avec une purge, nouvelle purge, 5e vague sur le marché crypto, est revenu sous résistance. Le dollar, vous savez, le dollar, c'est vraiment dommage ce qui se passe depuis 1 mois et demi. Regardez, la validation du double bottom du dollar, la validation du renversement haussier du dollar en novembre 2021, c'était le point haut du BTC. À l'époque, les signaux techniques haussiers moyen terme du dollar correspondaient au point haut de la semaine du 8 novembre 2021, du cours du Bitcoin et de la capitalisation boursière totale crypto. Et là, le dollar vient de faire moins 10% en 2 mois. Dans un monde d'avant FTX, d'avant la problématique de la transparence des comptes des exchanges, de la dynamique des dépôts-retraits, de cette envie d'en savoir plus sur la réalité des réserves financières liquides des exchanges, avant tout ça, on sera à 25 ou 28 000 dollars avec les 10% de base du dollar. Mais voilà, vous avez compris qu'il faut d'abord balayer chez soi pour pouvoir profiter de l'extérieur. Sinon, on a toujours un retour de boomerang dans la figure. Donc, le dollar a bientôt fini sa correction. Attention, pas encore. Moi, je vis cette zone-là, qui est une grosse zone de polarité technique, chartiste, je n'irai pas au-delà. On la retrouve de plusieurs façons, en héliotiste, en Ishimoku, donc 101, 102, mais voilà, on est proche du support. Alors, du côté des dépôts-retraits, c'est mieux. Ah, incroyable. Sur 30 jours, c'est même en hausse. Et sur 7 jours aussi. Bon, sur 1 mois, nous sommes à 1 mois depuis le choc de début novembre. Mais voilà. Alors, moins 111 000 sur un total d'1 900 000. Bon, c'est quand même un choc. C'est pas non plus 900 000 sur 1 900 000. On s'est stabilisé. Espérons que ça dure. Voilà. Alors d'ailleurs, et j'ai choisi le titre de la vidéo pour cette raison. Vous vous souvenez que fin octobre, je vous avais expliqué que la volatilité historique du Bitcoin, celle qui... alors historique, c'est-à-dire sur un plan historique, mais calculé sur un intervalle de 7 jours, approchait d'un support qui pouvait créer un rebond. Bon, finalement, c'est l'affaire FTX qui a créé le rebond. On revient sur ce support. Vous n'avez pas remarqué que depuis le 9 novembre, il ne se passe plus rien? Eh bien, mes amis, l'une des 2 prochaines semaines qui viennent sera décisive. Oui, l'une des 2 prochaines semaines qui vient sera décisive, eu égard à l'analyse chartiste appliquée à la volatilité. Je m'explique tout de suite. Voilà. On revient sur le point de rebond de la vol de début novembre. Je ne sais pas si on va rebondir pile dessus ou si on va aller vraiment chercher l'énorme support de vol ici. Donc ça peut être soit cette semaine ou celle d'après, ou aller celle encore juste après. Bon, enfin voilà. La prochaine impulsion sera pour cette année. Ça, c'est ma conviction. Du côté du funding, c'est neutre, quelle que soit l'échéance. Donc il ne faut pas surinterpréter ces données qui sont contraires, c'est neutre pour l'instant. Alors, allez, dans chaque vidéo, chaque semaine, je vous trouve une lueur d'espoir, soit une divergence, soit que sais-je encore. Là, vous savez, j'ai beaucoup travaillé le stock-to-flow model en travaillant l'écart entre le prix et la ligne du stock-to-flow. Cette fois-ci, on va le travailler sur l'axe du temps, l'axe temporel. En moyenne, les bottoms des bear markets ont été faits 470 jours avant le prochain halving. En moyenne, les bottoms des bear markets ont été réalisés 470 jours avant le prochain halving. En moyenne, je rigole. Alors, nous sommes à 476 jours. Alors oui, nous n'avons que 1, 2, 3 occurrences. Me direz-vous, c'est pas avec 3 occurrences qu'on fait de la probabilité. Je vous l'accorde. Mais c'est le problème de la jeune vie du marché crypto. C'est pas mon problème.
En tout cas, à chaque fois, vous avez les halvings ici, à chaque fois le bottom, alors parfois on a fait un double bottom, vous voyez ici le nombre de jours avant, et là voilà, on arrive dans la zone temporelle d'intérêt. Alors ça y est, je sais, vous avez le droit de le dire, exprimez-vous dans les commentaires, il a encore trouvé quelque chose, mais bon, écoutez. La fameuse zone d'intérêt de long terme, si vous me demandez de la définir en termes temporels, je dis qu'on est déjà rentré dedans. Mais je ne sais pas combien de temps ça va durer. Si vous me demandez de définir la zone d'intérêt de long terme en termes de prix, je vais vous donner un big intervalle, allez, entre 9,5 et 16. C'est énorme, je sais, mais c'est énorme. C'est comme ça. Bon alors, pour l'instant, il n'y a vraiment aucune rupture haussière, il n'y a rien, aucun signal technique en faveur du bottom. Lorsque vous regardez la dynamique de la balance des hodlers, alors les holders à vie, enfin les positionnements long terme, tous les bull markets ont vu une inflexion à la baisse de la courbe, c'est pas le cas. Rien n'a changé sur l'approche pilotiste. Je vais pas. Vous avez la vidéo de la semaine dernière, je vais vous redire la même chose. Est-ce que la vague 5 est terminée ou pas? J'ai traité le sujet la semaine dernière. Alors, simplement dans l'immédiat, pour le cours du Bitcoin, le marché a proposé une sorte d'épaule tête-épaule inversée, dont une des cibles théoriques a été faite, le 0,618. Je prends encore la version courte. Dans l'immédiat, on s'est stabilisé. Vous y ajoutez Système Ishimoku. Nous sommes neutres entre les 16 900 $ et les 17 200 $. Tant qu'on se maintient au-dessus de ça, la cible théorique de l'épaule tête-épaule inversée intraday, ce sont les 18 000 $ qui sont, en fait, ce sont les anciens plus bas de juin dernier. C'est le récent breakout. Pour valider un creux majeur, pour valider un rebond à 15 000 sans aller chercher entre 10 et 12, la fameuse zone que tout le monde vise, espère, attend, rêve ou que sais-je encore, il faut redépasser de manière vigoureuse 18-20 en dessous. En dessous, il n'y a rien. Enfin, sans ça, il n'y a pas de signal. Alors, en données mensuelles Ethereum, j'ai quelque chose à vous montrer. Quel est l'équivalent des 10-12 000 $? L'équivalent des 10-12 000 $ du cours du Bitcoin, la fameuse zone d'intérêt, celle que tout le monde attend, le consensus, c'est 700 $ sur le cours sur ETH-USD. Alors, ces 700 $ sur ETH-USD, je vous l'ai montré de plusieurs façons. Simplement, vous êtes ici en données mensuelles, c'est cette ligne de tendance. Je suis en log. C'est cette ligne de tendance. Maintenant, alors c'est aussi 38, et ce serait le 50% de retracement. Voilà, ce serait cette zone-là. Et cet énorme niveau de l'Ishimoku mensuel qui passe à 10 000 sur le cours du Bitcoin. En fait, ce sont les niveaux que tout le monde attend. Moi, je me suis toujours méfié des niveaux que tout le monde attend. Après, admettons que pour l'instant, c'est comme Bitcoin, hein, sur ETH, il n'y a pas de signal. Il n'y a aucun signal et en données journalières, s'il y a eu un petit signal technique positif, le fait d'avoir repris 1240 $, qui était le point d'accélération ici de juillet dernier, mais c'est faiblard, il ne se passe rien, il n'y a rien de nouveau. Sur le Binance Coin, vous allez dire je bâcle. Non, je bâcle pas, en fait, il n'y a rien de nouveau. Sur le Binance Coin, ça reste le fameux range entre les 200 et les 400. Alors bon, il y a une différence. Binance, pour l'instant, sont les gagnants. Voilà. Si la problématique de la confiance, transparence, réserve, tout ce que vous voulez, audit comptable des exchanges est réglée, le Binance Coin, il va à 500. Il n'y a plus le droit à l'erreur. Le joker est brûlé. Dans le jeu de cartes de Binance, le joker est brûlé. Maintenant, il faut que les prochaines semaines rétablissent la confiance et ce jeton fera de nouveaux records historiques. D'ailleurs, le marché paye pour voir. C'est le seul, un des rares jetons majeurs à proposer par exemple un Golden Cross en données journalières. Dans l'immédiat, c'est un trading range entre 260 et 325 $. C'est un trading range entre ces deux bornes. Et le système Ishimoku est parfaitement neutre. Bon, voilà. Peut-être un petit support intermédiaire
à 280, un petit drapeau de continuation pour revenir chercher 330, je sais pas. Bon, enfin voilà, ça, chacun voit ce qu'il a envie de voir. Et notre ami Link, eh bien Link, c'est pas dégueu, si vous permettez l'expression. Vous avez sous les yeux un graphique de long terme, c'est pas dégueu. Le gros bull market, le retracement classique, on a retracé 38,2. En plus, le 38,2 de retracement en hebdo correspond au point d'accélération du printemps 2020, qui était le point d'accélération post-Covid. Donc, on a encaissé un certain nombre de chocs, ça diverge un peu. Voilà. En cas... Alors, le volume point of control. Ok, il est à 1,40. Très bien. Ici, il y a une énorme zone. Si vous voulez, si Link va à 1,40, c'est le BTC qui va à 3000. C'est que vraiment, le marché n'a pas capitulé. Mais en partant du principe que FTX est la dernière frayeur fondamentale, et bon, ça... malheureusement, je n'ai pas le numéro de téléphone du dieu de la bourse, donc je ne sais pas si c'est le dernier risque fondamental, dernier choc. Mais si c'est le cas, on va faire le bottom sur 4,80, sur 5, et là, on crée une accumulation haussière. Maintenant, il faut dépasser une résistance pour valider ça, c'est toujours le même topo. Notez dans l'immédiat qu'on travaille Kijun et Tenkan combinés. Il y a un seuil intermédiaire à 7,50, si on le dépasse, on remontera chercher les 10-11. Mais sinon, c'est un tout petit trading range entre ces deux bornes que tout le monde voit. Voilà, là, je ne fais rien de vraiment original, mes amis. Mes amis, ainsi s'achève le briefing de ce mardi. J'espère qu'il vous a plu. Et puis, si c'est le cas, abonnez-vous, partagez-le, likez. Et voilà. Passez une bonne semaine, haut les cœurs. Et puis, je vous retrouve mardi prochain. Merci à tous. Merci de m'écouter chaque mardi.